Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime en direct des Media Days à Strasbourg. Je suis en charge de Havas Open Innovation, l'innovation IA pour les marques à la vitesse des startups, où on accompagne les marques sur leur acculturation aux outils d'IA, aux cas d'usage IA. On les aide à définir leur roadmap innovation et on crée également des projets technologiques avec des startups, des scale-up ou des géants du secteur. On a un incubateur, un accélérateur de startups à Station F, le plus grand campus de startups au monde. On a pas mal de startups forcément IA avec des cas d'application sur les métiers de la communication, des médias, de la connaissance client, etc. On a un village Havas Open Innovation aux différents Media Days où on a convié Fatma de Jumbo Mana. Salut Fatma. Salut. Est-ce que tu peux nous expliquer, déjà start-up strasbourgeoise, Oui. ce qu'est Jumbo Mana? Oui, bien sûr. Alors, Jumbo Mana, c'est une start-up strasbourgeoise basée ici, pas loin d'ici. Et on est spécialisé en IA générative conversationnelle. Donc, on peut parler avec des avatars, poser des questions d'une façon vocale et l'avatar nous répond. Donc, ça, c'est notre spécialité. Et on est spécialisé dans plusieurs verticales. Par la suite, on va parler des verticales différentes et des cas clients. Ok, donc tu dis un petit peu IA conversationnel. C'est quoi la différence entre Jumbo Mana et par exemple un chatbot ou une IA générative classique tout simplement? Alors, la différence, c'est l'hallucination et la véracité de l'information. Si je parle par exemple, ChatGPT, il y a un taux d'hallucination qui est augmenté par rapport à notre solution. Pour expliquer le taux d'hallucination, ça veut dire que l'IA, elle va répondre, elle ne va pas dire non, je ne sais pas, mais parfois, elle peut inventer des réponses. Ouais, La différence, c'est que notre IA, puisqu'elle est entraînée sur une base de données donnée par le client, on est sûr de l'information et on est 100%, on sait que cette information est véridique, elle est vraie et correcte parce que c'est le client qui a donné cette base de données pour entraîner notre IA. Voilà. Ok, on va aller au cœur du sujet maintenant. Donc cette IA conversationnelle est accessible sur déjà quel secteur, sur desktop ou sur quel support tout simplement? Alors, je vais commencer par l'historique de la boîte Ouais. pour expliquer comment on est passé d'une borne interactive au téléphone. Une borne interactive au départ, Oui. ok. Au départ, on a créé l'avatar de Van Gogh au musée d'Orsay. On pose la question à Van Gogh. La base de données, c'était donnée par un expert qui a passé 25 ans de sa vie à faire la recherche sur la vie de Van Gogh. C'est basé aussi sur 900 lettres écrites par Van Gogh à son frère Théo. Donc, on a alimenté notre IA et on peut discuter avec l'avatar d'une façon comme s'il est devant nous sur une borne tactile. Donc, on a réussi à avoir une belle couverture médiatique, plus que 250 articles et reportages. Et grâce à cette couverture médiatique, on a continué à travailler dans le secteur de la médiation culturelle. On a créé l'avatar de Napoléon pour le musée des armées à Bruxelles. On a créé l'avatar de Huxley, l'avatar de Albert Schweitzer, qui est alsacien, et l'avatar de Marquis de Lafayette pour l'ambassade de la France aux États-Unis pour montrer l'expertise des startups en IA générative. Donc tout ça sur des bornes interactives. On a aussi travaillé dans d'autres secteurs comme les endroits à haute fréquentation. On a eu comme client, le premier client, c'est l'aéroport de Lyon. On a créé l'avatar Lisa. On lui pose des questions. Et là, la différence entre ces avatars pour la médiation culturelle et l'avatar à l'aéroport de Lyon, c'est que la nature de réponse. En fait, avant, il y a un seul type d'information de réponse, et là, il y a trois informations. Information statique, ça veut dire que l'avatar va répondre à une information qui ne change pas. Par exemple, si je pose la question où j'ai perdu mon bagage, qu'est-ce que je peux faire? La réponse ne change pas en fonction du client. La deuxième information, j'aimerais bien boire un café, où je peux aller boire. L'avatar, il va proposer quelques noms. Et moi, je choisis, par exemple, Starbucks. Et pour aller à Starbucks, il faut, en fait, il y a une map qui s'affiche. Je peux scanner cette map pour l'afficher sur mon téléphone et aller d'un point A à un point B. Et le troisième type d'information, c'est l'information en temps réel. C'est connecté avec des API. Je pose la question, j'ai un vol à Paris à 14 heures où je peux trouver la porte d'embarquement. Cette information change d'une personne à une autre et le passage de la personne. Donc, ça, c'est pour les endroits à haute fréquentation. On a aussi un autre avatar qui est basé à l'aéroport de Changi, de Singapour. Et là, c'est un expert de vin
On pose la question et il peut me répondre en fonction de mon budget, de mon goût. Et voilà, on a gagné un concours avec Rémi Cointreau. Ok. Et c'est grâce à cet avatar qu'on peut choisir la meilleure bouteille à offrir. Ok, donc un peu cas d'usage, ça a commencé sur le secteur culturel. Après, on allait sur secteur, donc là, les avatars statiques, vraiment de l'information. Et Rémi Cointreau, un peu au service du commerce au final. Donc, c'est un peu les 3 gros cas d'usage sur lesquels vous travaillez aujourd'hui. Effectivement. Et là, vous m'avez posé la première question sur la borne, j'ai dit. Et par la suite, aujourd'hui, ce que j'ai ramené aujourd'hui pour montrer en avant-première, c'est l'application qui s'appelle Arcanopolis, qui va servir au tourisme à Strasbourg. Donc, on a passé d'une borne tactile coincée entre les murs des musées ou d'établissements et on est passé directement sur le téléphone. On peut aussi poser la question à Cronessa, qui connaît Strasbourg par cœur et qui peut nous guider à Strasbourg, choisir le meilleur bar, choisir le café, aussi donner des informations de la culture. Et la formation culturelle, c'est à nous de la fournir, puisqu'on a des experts qui travaillent avec nous. Mais la formation basée sur, par exemple, si je cherche un restaurant, c'est nos adhérents et nos partenaires qui ont fourni toutes les informations. Ok, très clair. Et en termes de gains pour l'utilisateur qui utilise cet avatar, c'est plus pour faire de la conversion vers des services à la fois de la ville de Strasbourg et les partenaires que vous avez onboardés, plus de fluidité. C'est quoi en termes de gains mesurés? Alors, tout dépend des objectifs des clients. Donc, pour, par exemple, Arcanopolis, le client final, c'est le touriste ou bien même les locaux. Ils peuvent utiliser l'application pour apprendre sur la ville, découvrir des anecdotes et pour faciliter le choix et l'accès à l'information. Par exemple, je ne connais pas Strasbourg, je connais personne à Strasbourg, j'aimerais bien visiter tous les endroits, découvrir la ville d'une façon aussi ludique. J'ai directement posé les questions au lieu de planifier sur 5 applications. Par exemple, je dois aller par Airbnb, passer par Airbnb ou Booking pour avoir un hôtel. Je dois passer par d'autres personnes pour réserver, je sais pas, un restaurant. Tout ça, c'est mis sur une seule application où je peux planifier tout mon voyage. Ça, c'est pour le client final. Pour les adhérents de nos partenaires, c'est aussi la notoriété. Si une personne elle doit choisir, elle peut aussi. En fait, on fait la publicité pour ses adhérents pour apparaître sur notre application. Par exemple, si je cite un autre exemple, l'aéroport de Lyon, c'est aussi des KPI. Il peut analyser toutes les questions posées par les voyageurs et améliorer. Par exemple, il y a beaucoup de voyageurs qui se demandent où sont les toilettes. Ça veut dire que les affichages pour aller aux toilettes ne sont pas clairs. Et là, c'est pour améliorer l'affichage pour aller aux toilettes. Tout dépend de l'objectif de nos clients. Et il y a plusieurs cas d'usage de cette application, de cette IA. Et tout dépend de l'objectif de chaque client. Voilà. Tout ce qui n'est pas statique, est-ce que vous avez des retours de marques qui vous disent attention, les avatars IA, ça transmet moins d'émotions qu'un vrai contact humain? Vous leur répondez quoi, vous, à ces marques qui vous disent ça? Est-ce que vos avatars, justement, sont plus incarnés, arrivent à transmettre aussi des émotions et ont de l'impact? Alors, faut clarifier un point. On n'est pas ici pour remplacer l'être humain. On sait que les émotions, c'est propre à l'être humain et on ne veut pas supprimer ça. Ça, c'est aussi nos valeurs à l'entreprise. Les émotions, on essaye d'animer l'avatar. On ne montre pas beaucoup d'émotions, mais l'objectif de l'utilisation de ces avatars, c'est aider l'être humain. Par exemple, à l'aéroport des Lions, l'objectif n'est pas supprimer le boulot des agents, mais les aider parce que toutes les questions se répètent. Un agent, il peut recevoir par jour une quarantaine ou cinquantaine de questions où je peux trouver le bagage, alors que cet agent, il a d'autres missions à faire plus importantes que répondre à ces questions. Ou parfois, l'agent ne parle pas mandarin et nos avatars sont capables de parler 17 langues. Aussi, les agents, ils préfèrent ne pas travailler les week-ends ou les soirs. Donc là aussi, pour les aider à atteindre ces objectifs, comme j'ai dit, c'est pas remplacer l'être humain ou passer ses émotions. Vraiment, on garde l'être humain, on voudrait bien garder nos émotions propres à nous. Et l'avatar, il va aider nos clients pour résoudre quelques problèmes. C'est super clair. Merci beaucoup, Fatma. Merci. En tout cas, bonne journée. Bonne journée.